Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Comme rappel, chaque mercredi, un scientifique vient vous parler des objets qui sont dans cette exposition temporaire. Donc, c'était réalisé dans le cadre du bicentenaire du muséum. Donc, pour fêter ces 200 années du musée, on a mis en exposition 200 objets qui sont dans cette galerie nommée Trésor. En revenant pour aujourd'hui, je me présente d'abord. Je m'appelle Tamara El Hosni. Je suis doctorante et paléontologue. Je travaille sur les poissons fossiles. Et je vais vous parler ou montrer quelques objets qui sont des fossiles et aussi des instruments qu'on utilise pour étudier les organismes, soit vivants, soit fossilisés. Avant de commencer par vous montrer ces objets, je vais vous raconter un peu des histoires. Comment les gens pensaient des fossiles, pour eux c'était quoi les fossiles, leur origine, leurs différentes interprétations. Dès le début de notre histoire, l'homme s'intéressait aux fossiles. Les Grecs et les Romains anciens, par exemple, ils recueillissaient, ils mesuraient, ils comparaient ces fossiles et même ils les plaçaient dans leurs temples comme des reliques du passé. Il y a des preuves littéraires même qui suggèrent que les observations de ces grands fossiles de vertébrés ont influencé certaines mythologies et croyances. On prend l'exemple des cyclopes. Les Grecs anciens, par exemple, ils croyaient aux cyclopes qui sont des créatures géantes avec un seul œil. Une explication populaire pour cette croyance, c'était les crânes des éléphants qu'ils trouvaient. Donc les Grecs anciens, quand ils trouvaient ces crânes, bien sûr, il n'y avait pas la trompe, mais l'endroit où la trompe était, donc c'était un grand trou, et c'était pour eux l'endroit idéal d'un seul œil. D'où aussi l'origine un peu des cyclopes. Mais pas toutes les interprétations des fossiles de l'Antiquité étaient fantaisistes. Parmi les premiers philosophes grecs, Xénophane et Hérodote, ils reconnaissaient les fossiles comme des organismes marins. Donc c'était plutôt des interprétations plus vraies, plus proches de la définition des fossiles. Pas comme ces idées un peu fausses qui étaient avant des croyances où c'était des monstres ou des géants. Un peu plus tard dans le temps, vers le XVIIe siècle, il y avait des gens, quand ils trouvaient les os des créatures comme ceux des mammouths, ils pensaient que ça provenait des hommes géants, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Après, il y avait aussi les gens qui croyaient que les fossiles qu'on trouvait dans les montagnes, c'était des preuves ou des évidences du déluge biblique. Au XVIIIe siècle, un peu plus tard dans le temps, donc le siècle des Lumières, il y a un astronome qui a publié en 1703 un article dans lequel il référait aux poissons fossiles comme des poissons séchés dans les pierres. Donc le but de cet article publié, c'était un peu d'expliquer l'origine ou émettre des théories pourquoi on trouvait ces poissons très haut dans les montagnes. Donc, pour lui, c'était les graines ou les œufs de poisson très légers qui étaient transportés avec les courants d'eau très haut au sommet des montagnes. Et après, ils éclorent et devenir des poissons et ils vivaient dans cet endroit. Et d'un coup, l'eau ou le courant d'eau, soit il changeait de courant, soit il devenait desséché en abandonnant ces animaux qui y vivaient. Et du coup, les poissons devenirent asséchés et couverts par le sol qui se pétrifia et par conséquent, les poissons deviennent pétrifiés, d'où les poissons séchés dans les montagnes. Bien sûr, c'est ce qui est un peu amusant avec cette théorie qu'elle était émise au XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières. Et en même temps, depuis l'Antiquité, on a par exemple Hérodote qui reconnaissait ces fossiles, comme on a dit, comme un organisme marin. Et aussi, il expliquait la présence des coquilles fossiles dans les montagnes par le retrait de la mer. Donc c'est vraiment un peu amusant le fait que dans le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, on avait un peu ces théories, et tandis que les gens de l'Antiquité, ils avaient plutôt une meilleure vision des fossiles. Mais même de nos jours, on peut avoir une différente utilisation des fossiles qui n'est pas du tout scientifique. Et on donne par exemple l'ammonite. Donc certaines personnes, certains experts de Feng Shui et les guérisseurs de cristaux, ils pensent que l'ammonite, c'est une pierre protectrice qui porte la chance, la prospérité et la fortune.
Donc ces croyances-là, elles ne sont pas du tout basées scientifiquement, elles ne sont pas elles sont pas basées scientifiquement, et du coup, ce qui est faux. Donc, pour revenir un peu, avant de parler plus en détail de cet objet, de cette ammonite, je vais juste vous donner la définition scientifique des fossiles. Donc, un fossile, c'est une empreinte ou un reste d'un animal ou d'un végétal très ancien qui a été conservé. Et maintenant, on peut revenir à l'ammonite. Donc, l'ammonite, son nom était donné en référence à sa forme, la coquille spiralée. Ça rappelait un peu les cornes de bélier qui représentaient un peu les cornes d'Amon. Donc Amon, c'était un dieu égyptien qui figurait portant ses cornes de bélier, donc cornes de bélier, cornes d'Amon, qui donnent le nom des Ammonites. Ce spécimen-là que vous voyez, c'est un objet de l'expo temporaire du musée et il faisait partie de la collection du célèbre entomologiste et paléontologue genevois François-Jules Pictet. Il a été découvert à Barème, un village français qui a donné le nom à l'étage géologique du Barémien, donc il y a 129 à 125 millions d'années. Et on peut voir, grâce à cette ammonite-là, un exemple de l'utilisation scientifique, encore une fois, des fossiles qui servent à dater les roches. Et en vrai, c'était le seul outil des géologues ou des scientifiques pour la datation des roches. Mais de nos jours, les fossiles ne servent pas que à dater les roches, mais aussi on a des diverses utilisations, comme pour retracer le climat, pour savoir des informations sur la biodiversité, les changements dans l'évolution, l'origine de la vie sur la Terre et même des épisodes d'extinction, soit massive ou soit mineure. Donc, un peu, on a vu pour l'utilisation des fossiles. Je vais vous dire aussi comment on groupe en deux grands types les fossiles. Donc, on a les fossiles traces ou les empreintes et on a aussi les fossiles d'organismes. On a vu avec l'ammonite un exemple de fossile d'organisme. On va maintenant vous donner un exemple de trace avec l'empreinte d'archosaure. Donc, c'est aussi, ce moulage a été réalisé d'un pas de reptile qui était préservé sur une dalle de grès au-dessus du barrage des Mossons en Valais. Donc, cette empreinte, elle appartient pas à un dinosaure comme on le croyait il y a une vingtaine ou trentaine d'années, mais c'est plutôt, comme on a dit, un archosaure. Donc, ce sont des proto-dinosaures qui viennent avant les dinosaures. Ils ne sont pas non plus les ancêtres des dinosaures, mais des cousins proches. Donc, avec les dinosaures, ils forment le groupe des archosauriens avec les crocodiles, les oiseaux et ces groupes disparus comme les ptérosaures. Ce qui est important avec cette empreinte de pas, c'est qu'elle nous a donné des informations sur un peu le mode de déplacement qui aussi fait partie de la mode de vie de ces espèces-là. Donc, elles étaient sur une piste de plusieurs kilomètres de longueur et qui est quasiment rectiligne. Donc, ça nous indique que ces espèces-là se déplaçaient un peu en ligne droite. On voit aussi, donc, par cet exemple-là, une des utilisations des fossiles, qui est bien sûr scientifiquement parlant. Par rapport à cet endroit où on a trouvé les empreintes, donc c'est en Valais, bien sûr, ça ne ressemblait pas à ce que c'est de nos jours, comme on voit dans cette figure-là. Donc, au Trias, donc le temps où ces espèces vivaient, il y a 240 millions d'années, c'était une plaine alluviale donc, qui est formée de sable meuble. Et vu que ce sable n'était pas ni très humide, ni très sec, on a pu avoir l'empreinte de ces archosaures qui étaient après couvertes par des sédiments protecteurs. Après, grâce au mouvement tectonique, cette plaine alluviale était soulevée et puis elle a formé, bien sûr, tout au long de plusieurs centaines de millions d'années pour former cette montagne qu'on voit de nos jours, qui est de plus de 2400 mètres d'élévation. Et grâce à l'érosion, on a pu voir ces empreintes, elles ont été exposées pour qu'on puisse les voir. Et on sait aussi que l'érosion alpine, elle est très active, donc ces empreintes, elles risquent de disparaître d'ici quelques décennies.
On a vu maintenant l'exemple d'une empreinte. On va voir un autre exemple de fossile d'organisme qui est un poisson. Donc, on voit ce petit poisson de pycnodonte qui fait partie aussi de l'expo. Donc, c'était un cadeau offert par les amis du muséum à l'occasion du 50e anniversaire du muséum de Malagnou. Ce poisson-là, il provient du Liban, d'une localité très réputée et très riche en poissons fossiles et bien sûr une bonne préservation. Et comme on voit, ces poissons-là, ils sont dans un groupe de pycnodontiformes. Donc les pycnodontiformes, ils sont caractérisés par leur petite taille, comme on voit dans ce spécimen-là, et aussi par le corps qui est comprimé latéralement. Mais leur nom, qui vient d'une autre caractéristique de ce groupe, et c'est par rapport aux dents. Et j'ai aussi avec moi un fossile que je vais vous montrer. Donc, comme on voit dans ce fossile-là, on peut voir bien sûr les dents, qui sont aussi une caractéristique de ce groupe qui ont donné le nom. Donc, pycnodontiforme, pycno, du grec qui veut dire épais, et odonte, c'est les dents. Donc des dents épaisses. Donc ces dents-là, elles sont très importantes aussi. Une autre utilisation d'un fossile, c'est bien sûr, de savoir le régime alimentaire. Donc grâce à ces dents broyeuses, on a pu savoir qu'ils cassaient, ils sont des durophages, donc ils écrasent des coquilles dures. Ou on peut dire qu'ils sont des mollusquivores, ils mangent les mollusques et tout ce qu'ils ont un peu une coquille dure. Donc, encore une fois, on voit une utilisation d'un fossile qui nous a donné des idées sur le régime alimentaire, donc aussi sur le mode de vie de ces poissons-là. Aussi, ce qui est particulier, c'est que ces dents-là, elles sont très résistantes. Donc, on peut avoir beaucoup de fossiles des dents qui sont très fréquents parmi les fossiles. On a vu alors un exemple d'un organisme fossile qui est un macrofossile. On va passer maintenant à un autre fossile de la collection qui est en exposition, et c'est les calcisphères. Donc les calcisphères qui sont des microfossiles, donc peu observables à l'œil nu. Ce spécimen-là provient aussi du Liban, d'une localité qui s'appelle Hjoula, qui est bien sûr très riche en poissons fossiles et aussi d'autres organismes fossilisés avec une très bonne préservation. Donc, pour les calcisphères, ce sont des sphères en calcite de très petite taille, moins de 500 micromètres de diamètre, donc peu observables, comme on a dit, à l'œil nu, et ils sont un peu d'origine inconnue. On peut les trouver très souvent dans des roches carbonatées, et aussi ils sont associés à des différents organismes. Donc on peut voir aussi des morceaux de squelette dans les calcisphères, des coraux, des éponges ou des algues. Dans ce spécimen-là, qui est en exposition, on a pu trouver des morceaux de squelette d'algues vertes. Donc, on a pu déterminer une forte concentration en algues vertes, qui était aussi une indication qu'au temps de dépôt de cette calcaire, il y a eu une prolifération ou une multiplication des algues. Et ça nous a permis aussi de déterminer la cause d'un événement catastrophique qui a tué les poissons, les célèbres poissons fossiles de Hjoula du Liban. Et c'était à cause de cette prolifération qui a privé le milieu en oxygène. Donc, encore une fois, on voit une autre utilisation des fossiles qui est pour retracer un peu le climat. Donc, bien sûr, le climat, il a favorisé cette prolifération ou multiplication des algues vertes et aussi la cause d'un événement, donc un événement d'extinction qui a tué ces poissons. Donc, on a fait un peu le tour par rapport à tous ces fossiles, soit les fossiles traces avec l'empreinte de l'archosaure, soit l'ammonite, le poisson, donc des organismes en macrofossiles et les microfossiles calcisphères. On va maintenant passer à l'autre partie de ce live qui renferme les instruments qu'on utilise pour étudier, par exemple, les calcisphères qui sont microscopiques, parmi d'autres bien sûr. Ce sont des outils ou des instruments utilisés soit par des entomologues, soit des paléontologues, des géologues ou dans n'importe quelle discipline des sciences. On commence tout d'abord avec une loupe d'entomologiste. Donc, cette loupe-là, elle consiste d'un cylindre en verre
dans lequel on place l'insecte, donc qui peut être même vivant, et on peut voir à travers le verre pour voir en plus grand détail cet insecte-là. C'est un modèle très simple, un objet du 19e siècle, donc c'est juste ce cylindre en verre qui est muni d'un étui pour le protéger et de la boîte qu'on voit juste à côté dans l'image. En plus, cet objet-là, il est nommé aussi un microscope à puces parce qu'il servait bien sûr à observer des puces, et aussi un insectoscope et aussi boîte-loupe d'entomologiste. Donc, c'est tous ces noms-là juste pour désigner ce petit objet du 19e siècle. On passe maintenant à l'objet suivant, qui est un microscope de poche. Alors, ce microscope de poche, c'est aussi un objet du 19e siècle. Il renferme un cylindre de 6 cm qui est incliné avec une platine où on place notre préparation sur une lame protégée d'une lamelle et le tout qui est sur un support en bois. Donc, ce support en bois qui est assez sommaire. Et ce support, il sert à rehausser un peu le microscope et le stabiliser, ce qui facilite aussi un peu l'observation et la manipulation. Il renferme aussi un miroir ou un prisme, mais ce modèle-là, il renferme un prisme. Et le but du miroir ou du prisme, c'est renvoyer la lumière. Donc, vu qu'il n'y avait pas une lampe, on avait besoin d'une surface. Et bien sûr, il faut orienter cet objet devant une source lumineuse pour qu'on ait la lumière qui va être renvoyée vers notre préparation pour qu'on puisse l'observer et mieux la voir. Donc, voici le microscope de poche du 19e siècle qui n'est pas si petit que ça, qui ne peut pas être mis dans la poche en vrai. Et je vais vous montrer un peu, grâce à la technologie, un microscope de poche du 21e siècle qui, vraiment, je le sors de ma poche. Donc, on peut voir ici. Donc, voici un microscope de poche du 21e siècle qui est tout léger, tout petit. Comment l'utiliser alors? Vous aurez besoin, bien sûr, de votre téléphone. Vous aurez installé une application. Donc, on installe l'application et on place notre microscope. Donc, le microscope doit être placé sur la caméra, soit horizontalement, soit verticalement. J'essaie de le placer un peu. Il va utiliser, bien sûr, la lumière du téléphone et on peut voir ici, on passe à la caméra où on peut voir avec un grossissement de 400 fois. Donc un grossissement de 400 fois, bien sûr là on ne peut pas voir grand-chose, mais il sert à grossir un peu l'objet ou les microfossiles qu'on est en train de voir. Bien sûr, on peut les prendre en photo et les garder avec nous. Ça permet aussi à l'utilisateur de commencer déjà ses observations sur le terrain en place. Donc, il n'a qu'à sortir ce petit objet, installer l'application bien sûr en avance, bien sûr aussi avoir l'échelle. On ne peut pas très bien voir, mais bien sûr, on doit mettre l'échelle d'abord. Et comme ça, on peut faire un grossissement des objets de ce qu'on est en train de voir avec une très haute résolution. Donc, c'est tout par rapport à ce petit objet, ce microscope de poche, juste histoire de vous montrer un peu la différence entre les microscopes de poche du 19e siècle au 21e siècle. Donc c'est une petite puce très légère qu'on peut l'avoir dans notre poche. Donc on peut maintenant revenir un peu dans le temps, au 19e siècle encore, avec le microscope et la chambre éclair. Donc, je ne vais pas trop en parler du microscope parce que je vais en parler dans l'objet suivant, mais plutôt je vais vous parler de la chambre éclair. Donc, c'est un dispositif qui permet de reproduire une image très facilement qu'on est en train de voir à travers le microscope. Donc, la chambre éclair, elle sert à superposer ce qu'on est en train d'observer au microscope, donc l'image virtuelle qui est donnée par le microscope et le crayon. Donc, on peut voir dans l'image suivante comme l'observateur ou le scientifique qui, à la fois, en regardant à travers le microscope et la chambre éclair, il peut observer son échantillon ou sa préparation. Et à travers la chambre éclair seule, le bout de son crayon qui est posé sur une feuille destinée à faire le dessin. Et il peut bien sûr suivre les contours donnés par la chambre éclair et après bien sûr dessiner les détails internes de son échantillon.
Donc voilà comment ce microscope à chambre claire facilite un peu les interprétations des scientifiques. On passe maintenant au microscope binoculaire. Donc c'est un objet du XXe siècle. Ce microscope-là, il faisait partie de la collection de Georges Dubois. Donc c'est un parasitologiste suisse qui travaillait sur des nématodes. Il était neuchâtelois et il a légué toute sa collection scientifique au Muséum d'histoire naturelle de Genève en 1991. Et parmi cette collection, on a ce microscope binoculaire. Donc, je vais vous parler un peu des différentes parties de ce microscope. Ce microscope, alors, il consiste d'une platine ou porte-échantillon sur laquelle on pose notre préparation, notre lame à observer. Après, après, on a la potence, qui est la partie qui relie le pied à l'oculaire. Donc là, on est en train de voir la lame qui est placée sur la platine et on voit la potence qui relie le pied à l'oculaire. Après, on a on a aussi les objectifs. Donc ces objectifs-là, ils sont nombreux donc pour donner plusieurs grossissements. Et bien sûr, les objectifs sont la partie du microscope à travers laquelle on peut observer notre préparation. On a aussi la lampe. Donc, comme on disait pour le petit microscope de poche qu'il n'y avait pas une lampe, donc on devait l'orienter vers une source lumineuse et il était muni d'un miroir ou d'un prisme qui renvoyait cette lumière. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile avec cette lampe. On a juste à brancher notre microscope à un courant électrique et bien sûr, cette lampe qui se trouve sur le pied du microscope est dirigée vers la platine qui va renvoyer la lumière pour pouvoir observer notre préparation. On a aussi le diaphragme qu'on peut voir juste sous la platine et il sert à modifier la quantité de lumière qui y éclaire notre préparation. Donc voici les différentes parties de ce microscope binoculaire. Si vous avez des questions, bien sûr, je peux répondre. Oui, alors nous avons une question de Lionel. Est-ce que les poissons fossiles du Liban sont les mêmes que ceux qui vivent maintenant dans la Méditerranée ? Alors, ce n'est pas toutes les poissons, bien sûr. Il y a certains groupes qui sont éteints de nos jours, donc ils n'existent plus. Bien sûr, il y a certains poissons qui sont proches, mais autant donc, ces poissons qui viennent du Liban, donc il y avait bien sûr un environnement, une eau qui était peu élevée, une bonne température, donc un peu comme l'environnement, le climat qu'on trouve en Méditerranée. Donc il y a bien sûr certains poissons qui existaient avant et qui sont très pareils à ceux qui se trouvent en Méditerranée de nos jours. Mais bien sûr, il y a plein d'autres formes qui sont éteintes, donc elles ont disparu, elles n'existent plus. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, d'accord ? Oui, alors bonjour, c'est très intéressant au niveau du développement de l'étude des fossiles. Est-ce que concernant les outils, quelle sorte de nouvel outil est-ce que vous souhaiteriez voir? Autrement dit, quel développement du microscope ou un tel autre outil est-ce que vous aimeriez voir pour mieux nous aider à encore mieux comprendre les fossiles? Bien sûr, quand ces outils vont avoir plus de précision, qu'on va pouvoir voir plus de détails avec, bien sûr, ça va être très utile. Mais déjà de nos jours, on a plein d'autres technologies. Là, on parlait juste des objets qu'on trouve dans l'exposition, donc les microscopes, les loupes. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de technologies qu'on utilise de nos jours, comme le CT scanning qui sert à montrer beaucoup plus en détail. Il y a aussi plusieurs technologies qui nous aident à montrer beaucoup plus, à nous informer beaucoup plus en détail, à voir un peu dans le fossile lui-même, pas juste à la surface. À mon avis, pour moi, c'est plutôt comment les interpréter, comme on a dit un peu avec la chambre claire. Avant, on l'utilisait pour tracer les contours. De nos jours, on a des softwares qu'on utilise aussi, qu'on prend une photo et puis après, on est là à dessiner un peu sur le contour de cette photo. Donc, si après, il peut y avoir une technologie qui peut faciliter cette tâche, bien sûr, ça sera très bien déjà. J'espère avoir répondu à votre question.
Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer au dernier objet de ce live, et c'est une loupe binoculaire. Donc avant, juste pour vous dire la différence entre loupe et microscope, une loupe, elle utilise une seule lentille, tandis qu'un microscope, il utilise 2 lentilles ou même plus. Mais aussi, une loupe, traditionnellement, elle est formée d'un seul objectif à travers lequel on peut utiliser ou voir avec un seul œil. Mais ce spécimen-là qu'on voit dans le musée, il était conçu pour avoir une vision stéréoscopique. Donc, grâce à ces 2 objectifs qu'on peut utiliser avec les 2 yeux, on peut voir un peu notre objet plus en détail, on peut avoir la perception des reliefs, le voir en 3D, donc bien sûr avec beaucoup plus de détails, et on peut voir les 2 plateaux en bois qui servent au préparateur ou au manipulateur ou l'observateur de l'échantillon de placer ses avant-bras, donc c'est un peu pour faciliter sa manipulation. Du coup, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette loupe binoculaire. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Je vais aussi vous remercier pour votre attention. On est arrivé vers la fin. Je vais aussi vous inviter à venir voir cette exposition temporaire qui renferme les 200 objets parmi lesquels j'ai mentionné aujourd'hui, et que mercredi prochain, par exemple, il y aura un autre chercheur qui va vous parler d'autres objets, bien sûr. Donc, suivez-nous chaque mercredi à 14h pour un peu s'informer sur ces objets-là, et bien sûr venir visiter ici pour les voir vous-même, donc comme vous voyez maintenant. Et aussi, je vais vous montrer le livre. Donc, ce livre-là, c'est un travail collaboratif qui était fabriqué un peu par plusieurs personnes du muséum. On a les objets de cette exposition-là qui figurent, et aussi d'autres spécimens avec de très belles photos. Donc, vous pouvez le trouver soit en librairie, soit dans la boutique du musée. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et bon après-midi.